Alors maintenant, on va parler d'aétosaures. Les aétosaures, vous ne connaissez peut-être pas, mais les aétosaures, donc, c'était des animaux qui vivaient au Trias. Ce sont des archosaures, comme les dinosaures. Des archosauromorphes, d'ailleurs, ce sont pas encore parfaitement des archosaures. Ah, quoique si, là, ils considèrent que ce sont des archosaures. Mais ils n'ont pas un crâne archosaure comme les autres archosaures, ils ont moins de fenêtres temporales, mais bref. Ces aétosaures, donc, ce sont des archosaures qui vivaient au Trias, milieu fin Trias, et c'était des gros animaux, des gros herbivores tout caparaçonnés. Vous voyez, là, vous avez un squelette, par exemple, vous avez les pattes arrière, la grosse queue complètement caparaçonnée, vous avez, enfin bref, c'était des gros animaux, des gros herbivores qui ont développé, en fait, le système du tank avant les ankylosaures, en fait. C'est des ankylosaures avant l'heure. Plusieurs millions d'années, hein. Je crois qu'on est presque plusieurs dizaines de millions d'années avant le premier ankylosaure, mais ils ressemblaient déjà à des ankylosaures. Donc c'est les premiers archosaures qui ont adopté un mode de vie ankylosaurien, on va dire. Et donc ces aétosaures, il y a eu plusieurs découvertes qui ont été faites à leur propos et qui ont été publiées essentiellement dans ce journal qui s'appelle Ameginiana, pardon. Qui sont même pas encore publiées. D'ailleurs, vous voyez que ça c'est un préprint, c'est pas encore, accepté mais pas encore publié. C'est pas encore mis en format. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs curiosités à propos de ces aétosaures. Donc, la première des curiosités à propos des aétosaures, comme je le disais, ils sont caparaçonnés, ils sont complètement recouverts d'une carapace d'ostéoderme, comme les ankylosaures, mais pas tout à fait comme les ankylosaures, parce que les ankylosaures, c'est le dos. Enfin, leur dos était protégé, mais pas leur ventre. Ils avaient le ventre mou, comme dirait Cédric Jurassic. Eh bien, les aétosaures, eux, par contre, ils n'avaient pas le ventre mou. Ils avaient des ostéodermes aussi en dessous. Et notamment, il y a une petite pépite, c'est que quand vous regardez la queue des aétosaures à la base du bassin, vous regardez le début de la queue, la carapace des aétosaures possède une sorte d'interruption ici, de forme ovale. Et cette interruption de forme ovale de la carapace ventrale des aétosaures, eh bien c'est le cloaque. Vous voyez, donc vous vous rappelez là quand on a parlé de cloaque de dinosaures, là, le premier cloaque de tout le registre fossile, non, en réalité, les gens qui étudient les aétosaures, ça fait très longtemps qu'ils connaissent la forme du cloaque de leur bestiole. Et alors, j'attire votre attention notamment sur celui-là, je crois que son petit nom c'est Typothorax, si je ne m'abuse. Et donc sur celui-là, numéro 5, regardez les épines qu'il a autour du cloaque. Vous imaginez comment ces trucs s'accouplaient avec ces épines, ça me dépasse. Moi personnellement, ça me dépasse. Alors, du coup, ça permet quand même de faire des hypothèses sur la façon dont ces trucs devaient s'accoupler. C'est-à-dire que s'ils avaient pas de pénis, ils s'empalaient les uns sur les autres. On est bien d'accord que là, il faut quand même maintenir une certaine distance entre le mâle et la femelle au moment de l'accouplement, et que le seul moyen de le faire, là, c'est d'avoir un pénis. Autrement, on s'empale les uns sur les autres. On peut aussi voir, du coup, que vu qu'il y a un cloaque, du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas deux hémipénis. Donc, contrairement aux squamates, aux lézards et aux serpents qui ont deux pénis de chaque côté, comme ça, ces archosauriens, basaux, avaient un pénis unique, comme les tortues et comme les crocodiles. Donc, c'est cohérent avec le fait qu'ils soient des archosaures, hein, je veux dire. Mais voilà, le fait qu'il y ait ces énormes épines, là, chez Typothorax, je vais vérifier quand même que ce soit bien Typothorax, son petit nom, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Typothorax, exactement. Typothorax coccinarum. Exactement, de son petit nom. Donc voilà, c'est le fait qu'il y ait ces grosses épines, là, que ce soit un mâle ou une femelle, en fait, ça... Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une certaine distance maintenue entre le mâle et la femelle pour pas qu'ils se blessent, en fait, les uns sur les autres. Et donc ça... Après, peut-être que les épines avaient aussi une fonction d'accrochage, c'est-à-dire que permettait de verrouiller pendant l'accouplement dans ce cas-là. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu baiser cloacal comme chez les oiseaux, chez ces bestioles-là, de ce fait-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant de savoir que chez les aétosaures, que personne ne connaît, que presque personne ne connaît, on ait cette curiosité anatomique-là. Autre curiosité chez les aétosaures, c'est qu'on pense qu'ils étaient essentiellement herbivores. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les aétosaures, ils ont un corps, enfin la plupart des aétosaures ont un corps qui est assez massif, avec un gros tube digestif qui permet de fermenter les végétaux,
ce dont n'ont pas besoin les carnivores. Les carnivores, ils ont juste besoin d'un petit tube digestif. La viande, ça se digère très facilement. Vous n'avez pas besoin d'une énorme chambre de fermentation. Donc quand vous avez un corps massif, c'est généralement le signal assez clair que vous êtes un herbivore. Mais en plus, en tout cas pour un animal de votre taille, en général, hein, évidemment. Évidemment que si vous comparez un T-Rex à une vache, évidemment le T-Rex est plus gros que la vache, et la vache est herbivore, le T-Rex est carnivore, mais il faut comparer le comparable aussi. Hein. Faut comparer un T-Rex avec un autre animal qui fait à peu près la même taille. Bah, si vous comparez le T-Rex avec un autre animal qui fait à peu près la même taille, à savoir autour de 7 tonnes, qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas. Même, ça fait beaucoup trop longtemps que j'enregistre, mon cerveau commence à me faire des défauts. Mais bref, si vous comparez le T-Rex à un autre dinosaure de taille à peu près approximative, vous verrez approximativement la même taille, vous verrez que cet autre dinosaure herbivore, s'il est herbivore, va avoir un plus gros bide, en gros, un plus gros ventre que T-Rex. Bon, bah c'est pour servir de chambre de fermentation. Je crois qu'un Triceratops, ça doit faire aux alentours de 4-5 tonnes. Donc voilà, le Triceratops, il a quand même un gros bide comparé au T-Rex. Et ça se voit avec juste les côtes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de regarder des reconstructions ou quoi, ça se voit juste avec les côtes, hein, que l'animal est massif ou pas, quoi. La façon dont elles s'articulent et la façon dont elles sont courbées nous indique si oui ou non l'animal avait un gros tube digestif ou pas. Lisez le ptérodactyle rose, si vous voulez en savoir plus. Bref, les aétosaures, donc, ils ont ce ventre massif qui indique qu'ils avaient un gros tube digestif, donc probablement une grosse chambre de fermentation, et ils avaient surtout cette bouche en forme de canard, parce que ça se voit un petit peu là. Hein. Vous voyez qu'ils ont la bouche qui se termine un petit peu en pointe, légèrement retroussée, relativement large, et ouais, ça fait un peu un bec de canard en fait. Ils ont une bouche spatulée, voilà. Ils ont une bouche spatulée, avec des toutes petites dents à l'intérieur, quasiment non fonctionnelles, donc un peu comme on trouve chez les stégosaures et les ankylosaures, quoi. Donc c'est vraiment des indications assez claires d'herbivorie, quoi. C'est-à-dire un animal dont le système d'acquisition de nourriture consiste uniquement à aspirer, et c'est le tube digestif qui fait le reste. Donc voilà, c'est une tondeuse, quoi. C'est ce qu'on appelle un physique de tondeuse. Voilà, une bouche très large, plate, qui sert que à couper, et voilà, acquisition de nourriture en continu, parce que quand on a un énorme système de fermentation en guise de tube digestif, faut l'alimenter en continu, autrement vous aurez jamais assez d'énergie pour faire tourner votre corps, quoi, votre métabolisme. Bref, donc voilà, et pour toutes ces raisons-là, les aétosaures, on pensait que c'était des herbivores du Trias, donc et ils n'ont vécu qu'au Trias, je crois, c'est même que le Trias moyen et supérieur, donc c'est vraiment quelque chose, c'est cette... ça fait partie de cette espèce de radiation d'archosaures qui a eu lieu au début du Trias, après la grande extinction de masse, où ils ont fait un peu tout et n'importe quoi, enfin les archosauromorphes d'ailleurs, parce que vous avez aussi Tanystropheus avec son long cou semi-aquatique, là, qui fait comme les plésiosaures, mais avec seulement 12 vertèbres dans le long cou, donc pas très flexible. C'est là aussi que vous avez les placodontes, donc ces trucs qui veulent ressembler à des tortues mais qui n'en sont pas. C'est là aussi que vous avez, je sais plus, là, il y a celui qui a la bouche en forme de T, là, qui vivait en Chine, je me rappelle plus son nom, mais bref, Cnemosaurus, un truc comme ça. Si vous vous rappelez du nom, mettez-le en commentaire, ou si vous avez de quoi aller vérifier sur Google. Mais bref, vous avez tout un tas d'archosaures comme ça, super bizarres, d'archosauromorphes, super bizarres, les rhynchosaures aussi, qui veulent ressembler à des dicynodontes. Les rhynchosaures qui remplacent littéralement les dicynodontes en faisant exactement la même chose que les dicynodontes, c'est-à-dire un bec et des grosses fosses temporales. Enfin bref, vous avez toute cette... Et tout ça, ça va disparaître avec l'extinction Triassique-Jurassique. Enfin, Trias-Jurassique. Sauf une partie des rhynchosaures. Mais bref, toute cette expérimentation, on va dire, évolutive, va complètement disparaître à l'aune du Jurassique, avec la seconde grande extinction de masse qui a lieu au Mésozoïque, la dernière avant celle du Crétacé. Donc bref, les aétosaures donc, font partie de cette grande radiation, et eux, ils ont plutôt choisi le côté herbivore, contrairement aux Rawisukiens par exemple, qui ont pris le côté carnivore, sauf que dans cet article, ils nous décrivent ils décrivent un ancien aétosaure, mais ils le redécrivent avec maintenant la puissance du CT scan, la puissance du scanner à rayon X. Et donc, ce qu'ils notent, c'est quand même surtout la morphologie des dents, parce que la morphologie des dents de cet aétosaure, Aetosauroides,
elle est quand même assez particulière puisqu'il avait des grosses dents pointues. Voilà, des grosses dents pointues et recourbées. Vous voyez là, très très bien, très visible. La grosse dent pointue recourbée, ça fait quand même vachement penser à du carnivore. Et du coup, ils en concluent, vous voyez, regardez la reconstitution du crâne, enfin, il a le bec aplati d'un aétosaure classique, encore que ça reste relativement pointu, donc c'est pas tellement un bec, c'est pas un bec au sens herbivore, vous voyez, il est pas large en fait, c'est pas un bec large et spatulé quoi. C'est un bec qui est plutôt pointu, mais par contre, il a ses dents recourbées vers l'arrière qu'on s'attend à retrouver chez un carnivore. Et ça fait quand même penser que peut-être les premiers aétosaures, à défaut d'être complètement herbivores, ils étaient peut-être omnivores, voire même carnivores. Et donc, et en plus, Aetosauroides, vous voyez, il est très basal dans l'arbre des aétosaures, donc ce serait cohérent avec une origine, voilà, parmi des archosaures comme Postosuchus et Revueltosaurus qui sont aussi des carnivores. Donc une transition qui se serait fait en douceur par des omnivores comme Aetosauroides et puis d'autres comme ceux-là, là, Aetosaurus notamment, et qui serait ensuite allé vers des formes plus herbivores avec un corps plus massif. Vous voyez ici la silhouette du corps là, donc avec des corps un peu plus massifs et plus caparaçonnés aussi. Donc vous voyez que la transition aussi la transition d'un mode de vie plus omnivore avec un corps plus étroit et plus souple vers un corps plus caparaçonné et plus massif, donc avec un tube digestif plus gros, s'accompagne aussi de l'évolution de ses dents, en fait, donc depuis une morphologie recourbée vers une morphologie plus simple et beaucoup moins recourbée, plus cohérente avec un mode de vie herbivore. Voilà. Et ça c'est intéressant, et c'est venu accompagné d'une analyse par éléments finis. Donc analyse par éléments finis, c'est une méthode d'ingénieur c'est ce que les ingénieurs utilisent pour regarder la résistance des bâtiments ou des pièces mécaniques et tout ça. C'est des analyses assez complexes, mais on utilise ça aussi pour la biomécanique en paléontologie. Et donc ça permet quand on applique ça à un crâne d'aétosaure par exemple, donc ici ils l'ont fait sur plusieurs aétosaures, ils ont reconstitué la morphologie des muscles, et ils ont vu, grâce à ces analyses en éléments finis que vous voyez ici, ils ont regardé comment ces muscles agissaient sur le crâne, et jusqu'à quel point en fait on pouvait contracter ces muscles sans faire péter le crâne. Donc ça permet de faire des simulations en fait de comment le crâne se comporte en fonction de ce qu'on lui fait faire. Et donc là ce qu'ils ont voulu voir, c'est typiquement la morsure. Voilà. Et en fait, ils constatent que la puissance de la morsure que beaucoup d'aétosaures sont capables de produire, eh bien, est très très comparable. Enfin, beaucoup d'aétosaures, non, là, apparemment, il n'y a qu'une espèce d'aétosaure qui est, autant pour moi, c'est Neoaeotosaurides angageus, pardon, c'est pas plusieurs aétosaures, c'est un seul aétosaure, mais du coup, il n'a pas forcément des dents, vous voyez, il n'a pas forcément des dents hyper carnivores, cet aétosaure. Hein. Donc ça pourrait faire partie de ces omnivores. Et donc la puissance de la mâchoire reconstituée, la puissance du muscle et la puissance de la morsure, reconstituée à partir de ces analyses en éléments finis, de ces analyses biomécaniques, elle est équivalente à celle d'un alligator. Donc un carnivore, quoi, typique. Il n'y a pas de raison d'avoir une mâchoire de cette puissance-là quand on a des si petites dents, hein. Quand on a des si petites dents, on n'a pas besoin d'avoir une mâchoire aussi puissante, parce que ça veut dire qu'on compte pas sur la mastication. Il y a des herbivores aujourd'hui qui ont une mâchoire extrêmement puissante, mais ce sont des mammifères, et ils broient leur nourriture avec leurs dents. Ils utilisent leurs dents pour broyer leur nourriture. Ça, c'est pas des dents qui servaient à broyer la nourriture. Donc si vous avez une mâchoire extrêmement puissante accompagnée de dents comme ça, c'est forcément que la morsure était faite pour autre chose que pour mastiquer de la végétation, et le seul usage raisonnable dont on puisse faire l'hypothèse à ce niveau-là, c'est une morsure pour tuer quelque chose d'autre, ou au moins pour s'attaquer à de la charogne. Donc voilà, donc peut-être que les aétosaures au final ils étaient un peu plus carnivores qu'on se l'imaginait, en tout cas au moins omnivores primitivement, et c'est seulement quelques groupes d'aétosaures qui seraient devenus spécialistes herbivores.